Qu'est-ce qui se passe à Mwenga entre les FARDC et les Wazalendo? Toujours des conflits tribaux, des conflits d'intérêts ou des grandes fissures qui sont en train de s'observer. Félix va-t-il vraiment changer la constitution ou bien c'est quelque chose qui lui sera impossible à faire? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons tous de partout où vous êtes en train de nous suivre. Ici, c'est Analysons Congo. Nous analysons ensemble à ces jours de 18. Nous sommes le 18 aujourd'hui, le 18 septembre 2025. Abonnez-vous, partagez, restez connectés. S'il vous plaît, laissez-nous des likes et partagez. Pourquoi ne pas inviter même 1000 personnes? Faites inviter les autres. Faites abonner, c'est avec vous que nous sommes en train d'aller. Merci, c'est grâce à vous que nous avons 57 cas aujourd'hui sur YouTube et nous pensons arriver à un chiffre que nous sommes en train d'espérer. Avec vous, on va faire des millions d'abonnés et des millions de vues. Partagez cette vidéo. Alors, nous commençons par nous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Walungu? Suivez un peu ceci. Là, c'est à Walungu. Hier, devant toute la soirée, et même jusqu'à 23h, il y avait des affrontements à l'arme lourde et à l'arme automatique. Toute la question, c'est de savoir pourquoi ces derniers se font la guerre. Pourquoi ils sont en train de se battre alors qu'ils sont des alliés. Suivez un peu cette vidéo et nous allons discuter. Vous êtes en train de voir les gens de Walungu qui sont en train de se déplacer. On dit que ce sont les femmes et les familles de Wazalendo qui sont en train de se déplacer. Alors, nous sommes en train de nous poser la question. Pourquoi les Wazalendo qui sont alliés aux FARDC sont en train de se battre? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, une seconde, une minute, juste. On essaie de comprendre pourquoi ces gens se battent. Alors, nous sommes dans le territoire de Walungu. Là, c'est dans le site Kivu. Deux camps, Mai Mai ou Wazalendo, notamment celui du général Makiliba et des Zebede. Makiliba qui est le fils du terroir, ainsi que Zebede qui est, lui, il a aussi des incointances, mais il est aussi Muzalendo, qui sont contre la FARDC. Et la FARDC avec Fokamaïk sont en train de demander aux Wazalendo une chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé, je pense, c'était le début de la semaine. Fokamaïk, avec une délégation des FARDC, sont partis voir partout dans le territoire de Walungu où il y avait des barrières, où les Wazalendo faisaient payer des taxes. On les a demandé de sortir ces barrières-là. Et certains FARDC ont obtempéré. Mais arrivé à ce niveau-ci, ces derniers ont refusé de sortir leurs barrières puisqu'ils se disent qu'ils ne sont pas reconnus par la FARDC, ils ne sont pas reconnus, le gouvernement ne les paye plus, ne les paye pas, ne les donne pas à manger, ils doivent eux-mêmes se trouver des moyens, c'est comme ça qu'ils doivent faire cela. Et ils ont refusé de sortir ces barrières. C'est pourquoi maintenant la FARDC a pris l'option de venir le sortir par la force. Mais une branche de Wazalendo s'est ralliée aux FARDC et deux branches de Wazalendo se sont liguées contre les FARDC. Tout nous pose et nous posons une question. Est-ce que la fissure entre le groupe Wazalendo continue à se faire voir? Certains, c'est Makiliba et Zebede, sont en train d'accuser Fokamaïk d'être l'instigateur de troubles, lui avec les FARDC. Ils sont en train de vouloir amener l'ennemi, c'est-à-dire le Wazalendo et le M23, et les faire passer dans ce secteur-là. Bon, cette accusation, elle semble être toujours des accusations forfaitaires pour essayer de décourager ou de persuader ou attirer la sympathie. Mais le problème ici, certains, par exemple, il y a un groupe de ce Wazalendo qui appartient au territoire de Maniema et qui s'est dit
totalement en désaccord avec, c'est un groupe de Bangu Bangu qui se disent totalement en désaccord avec notamment les EBD, ils se disent en désaccord avec le gouvernement, puisque ces derniers a traité méchamment leur frère qui est Matata Mpogno. Alors ils sont en train de se retirer pour aller dans le territoire de chez eux, dans les Maniema. Et l'autre là, le Lega, ils sont en train de chasser Fokamaïk de leur territoire, disant que non, toi, tous les territoires que tu occupes, que tu y étais à toi, sont aujourd'hui occupés par le M23. Donc, tu as cédé les territoires au M23, tu ne dois pas venir ici. Vous comprenez qu'il y a une forte fissure et de la compréhension de l'entente et de la vision. Certains disent non, tel a cédé ses terres. Les autres disent tu ne peux pas venir ici. Les autres soulèvent des questions de tribu. Alors, ça devient un peu compliqué, une confusion. Et la FARDC, elle se retrouve à la fois amie à celui-ci et ennemie à l'autre. Mais tout ceci profite à l'adversaire qui est le M23. Mais des risques et des conséquences les plus directes, ce sont les déplacements des populations, les enfants et les femmes qui vont se faire prendre par la force, les enfants qui vont vraiment être épuisés, et même les familles de dépendants combattants, elles se retrouvent dans des problèmes. Nous allons y revenir tout au long de la journée en faisant aussi une édition spéciale peut-être pour vous aider à comprendre. Alors, Félix Tshisekedi va-t-il vraiment changer la Constitution? D'abord, nous devons tous comprendre que le président Félix n'a jamais cessé de penser à cette idée. Puisqu'il y a Kisangani, il avait posé la question, qui pourra l'interdire de penser dans ce sens-là? Personne ne peut l'interdire de penser, c'est son droit. Il est le président de la République, mais il vit et il exerce son pouvoir face à une constitution qui est la loi souveraine d'un pays qui le conduit. Mais là où ça pose problème avec la constitution, c'est que la constitution congolaise, elle n'est pas en faveur d'une personne, mais elle est en faveur des institutions. Alors qu'ici, le président Félix veut conduire le pays comme étant la constitution taillée à sa faveur. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons suivi et nous avons appris, on a écouté Olivier Kamitatu qui a dit que la Constitution, il y a déjà nous allons dire, il y a un draft qui est écrit par le fameux constitutionnaliste, le professeur Mbata et consorts. Vous vous rappelez que même le jour de la chute de Goma, les gens, ils étaient au centre Bondeko, je pense, où ils étaient entrés, si je ne me trompe pas, ils étaient en train de dire hautement qu'ils sont en train de préparer le draft de la Constitution. Alors que ce draft-là existe seulement, on veut nous l'imposer. Et selon Olivier Kamitatu, on va suspendre le poste du Premier ministre, le président va aller à 7 ans, il y aura un vice-président, et presque le Parlement sera inexistentiel. C'est ce que nous avons compris de ça. Mais moi, toute la question que je me pose, c'est sur la faisabilité et les mécanismes par lesquels le président Félix va passer pour y arriver. Première étape, c'est là où nous sommes. Est-ce que le président Félix va y arriver? Oui, le président Félix va y arriver puisque Félix est anticonstitutionnel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution. Comme il ne respecte pas aussi sa parole. J'ai lu un texte dont je pense que c'est le problème le plus grave de Félix. Félix avait signé un document où il disait que s'il ne respectait pas ces documents, à la Mouka, c'était le 11, je pense novembre ou juillet, août 2018, où il disait que l'opprobre soit avec lui et que cela sera l'enterrement total de sa carrière politique. Et nous sommes en train de voir comment l'opprobre national est sur lui et il est en train de s'enterrer lui-même comme il avait dit. Alors, sachant que le président Félix ne respecte pas la Constitution, ainsi donc, cette situation, elle devient un atout pour lui pour y arriver. Mais nous devons nous poser la question, comment veut-il, qu'est-ce qui se passe? Alors que le président Félix était en posture de nous démontrer, en criant jour et nuit, qu'il avait gagné qu'il avait gagné la situation. On nous a dit qu'en allant à Washington, la guerre était déjà finie. On nous a dit qu'en allant à Doha, tout était déjà fini. Nous venons de comprendre que toutes les manœuvres de Félix ont échoué. Aujourd'hui, on ne parle même plus de Washington, les gens se sont tus. Les gens qui nous ont dit qu'ils vont se regrouper, ils vont rentrer, ils vont fuir, ils vont partir chez eux. Ils ont prolongé les dates, c'était que le 15, ce n'est plus le 15. On dit c'est le 27 que le M23 va sortir.
Et comme on l'a toujours dit, que vous êtes vraiment des rêveurs debout, continuez à rêver. Alors, comme le président Félix a échoué dans sa démarche diplomatique où il pensait, l'objectif c'était que les Américains l'aident à obtenir cette victoire et qu'il joue avec les leviers de cette victoire pour dire au peuple, voilà, j'ai maîtrisé le M23, la chose que je vous avais promis, alors renouvelez encore ma confiance, allons au référendum, acceptez que je puisse prolonger. Mais maintenant, comme il a échoué, il vient encore avec une autre stratégie. Et essayons de comprendre où va le président Félix. Il commence avec la démarche de la destitution de Caméré. On commence avec la démarche de la destitution de Caméré. Et n'oubliez pas qu'on est en train de mettre plusieurs scénarios pour nous occuper. Le procès de Joseph Kabila a occupé les gens, telles situations ont occupé les gens pendant qu'ils sont en train de cuire des choses qui sont vraies. Oh, l'avion a été perché, je ne sais pas, sur un arbre pendant 4 heures ou 5 heures à l'aéroport de Ndjili. Je ne sais pas, il y a ceci, il y a cela. Tout ça pour occuper le peuple congolais. Les gens meurent là-bas, ils font ceci pour occuper. Mais ça n'a pas vraiment d'impact et de force sur la population. Nous en profitons pour faire une alerte. Il y a un risque que dans la province d'Ituri, les Nandais soient cibles de la population et que dans les territoires de Lubero, la population d'Ituri soit cible de Nandais. Qui est en train de semer cette confusion? On viendra après, mais au moins on vous alerte. Alors, voilà ce que le président Félix est en train de mettre en place. Ce que moi j'ai compris, j'analyse ce qu'il est en train de faire. Excusez-moi que je prenne un peu de temps. Excusez-moi que je prenne un peu de temps, plus que prévu. Mais essayez de m'écouter, essayez quand même de me comprendre. Premièrement, on commence avec la formule de VK, c'est-à-dire au niveau du Parlement, il faudrait, comme nous avons un président qui est Félix, qui est Moulouba, au niveau du Parlement, il faudrait soit un Moulouba totalement, soit quelqu'un qui sera à mesure de pouvoir accepter et aller dans le sens des pensées de Félix. Et Vital Kamerhe, on l'a considéré comme quelqu'un qui est électron libre, vous le savez. Mais durant la journée d'hier, le 17, il y avait déjà une mésentente entre les pétitionnaires, les 234 personnes qui ont signé la pétition. Certains d'entre eux ont relevé une défaillance ou bien ils se sont dit qu'un petit groupe s'était découpé pour aller prendre des injonctions et recevoir de l'argent, je ne sais pas, pour Mbosso. Ainsi donc, ils vont être là, Mbosso va démissionner, en fait que cela puisse pistonner Mbosso à être président. Les autres ont dit non, nous n'avons pas demandé le départ de tout ceci pour que vous nous fassiez tous ces scénarios. Voilà maintenant que ça devient un peu compliqué. Donc, si cette confusion continue, VKP risquerait de rester. Puisque si ces gens ne s'attendent pas, alors qu'ils étaient en train de demander que VK parte, et que la confusion passe parmi eux, tout peut changer, ça peut basculer. Donc, il y a encore peut-être 10% de voix de revoir VK peut-être à la perchoir, on ne sait pas. Alors, si le scénario c'est que VK doit partir, vous savez qu'il y a aussi déjà une autre pétition, qui est d'autres personnes qui sont en train de collecter des signatures pour le départ de Samalou Konde, et où on doit se poser la question pourquoi les deux simultanément. Puisque pour changer ou modifier la constitution, et la loi ou la constitution congolaise, à son article 218, elle dit qu'il n'y a que 4 personnes qui ont la capacité de pouvoir proposer l'idée de changement ou de modification de la constitution. Notamment, la première personne, c'est le président, il peut faire une proposition. Donc le président peut dire, ok, je pense qu'il faut modifier ou changer, prenez la proposition. Maintenant, pour que cette proposition soit prise, ou bien la primature, la première ministre, elle peut proposer, mais les 3, pour que cette proposition soit considérée, elle doit passer par les 2 chambres réunies, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat réunis ensemble, et ils doivent atteindre le quorum de 3/4. Comme il y a 500 députés, et 100 sénateurs, cela veut dire 600, ils doivent être au moins 350 ou 400 qui acceptent la modification. Alors, pour arriver à cette démarche, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit au Parlement et au Sénat, qui accepte la même vision que Félix. Voilà pourquoi il faut chercher, tout porte à croire pour le moment, qu'il faut qu'il y ait un Louba au niveau du Parlement
un Luba au niveau du Sénat, même s'il n'est pas titulaire, mais qu'il ait un adjoint, qu'il soit fort pour le permettre d'accepter. Je vais revenir sur cette question de Tribi là-dessus. Alors, si le président, selon l'article 218, fait cette proposition et que la proposition tombe sur la table, elle est recevable, on peut la juger. Vrai ou faux, on peut dire oui, le président accepte et toutes les propositions. Et le Parlement a le droit ou l'obligation, après qu'ils aient accepté cette proposition, de la faire passer là où maintenant c'est verrouillé, au référendum. Mais nous sommes dans les contextes où le pays est divisé, une partie du pays est occupée par le M23, et pour qu'il y ait un référendum, il faudrait que le peuple tout entier se décide. Maintenant, comme on ne peut pas jouer au référendum, et que le référendum ne peut pas nous donner, alors le président peut, c'est ce que moi je pense, jouer avec l'article 70 alinéa 2. L'article 70 qui décrit, et alinéa 2 qui dit que le président reste au pouvoir jusqu'à ce que l'autre président prête serment. Bon, vous vous rappelez de ce que Kabila avait fait à l'époque. Il avait aussi demandé une, est-ce qu'on peut appeler ça une dérogation ou bien une mesure spéciale? Mais c'était dans les contextes où il y avait une insécurité qui ne permettait pas à ce que l'on puisse aller vers les votes et les élections dans certains territoires. Mais Kabila n'avait jamais demandé la prolongation des mandats, il n'avait jamais demandé qu'on lui ajoute des mandats. Alors, si le président s'est dit que en 2028, je reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. Par la même occasion, le président joue avec l'article 85 de la Constitution qui le permet et qui l'autorise de mettre en place des histoires telles que les états des sièges. Or, il est difficile d'organiser des élections pendant l'état des sièges, pendant la guerre, et que c'est encore. Ainsi donc, le président peut encore créer des foyers de tension s'il soumet les Katanga, par exemple, à l'état des sièges, s'il soumet aussi l'Ituri à l'état des sièges, s'il soumet peut-être une autre 2 ou 3 provinces dans l'état des sièges, cela joue à sa faveur pour dire qu'il est difficile que l'on organise les élections, et s'il tient compte de l'article 70 alinéa D, je ne peux que sortir du pouvoir si une autre personne prend le pouvoir. Et pour qu'il prenne le pouvoir, il faut organiser les élections. Mais dans les contextes actuels, il nous sera difficile d'organiser les élections puisque le pays est en guerre. Ça, c'est son premier volet du point, c'est que j'analyse moi. Cependant, il y a un autre volet. Il applique l'article 218. Il demande au Sénat et au Parlement de pouvoir organiser et d'accepter sa demande. Et le Parlement dit que c'est oui. Et là, le président s'en fiche de l'article 220. Et comme c'est quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, il va vous dire que ça a été voté au niveau du Parlement. Mais pour que ça soit voté au niveau du Parlement et qu'il ait aussi cette garantie, il a besoin de 4 ou 5 personnes. Premièrement, lui-même, un Luba, il a besoin d'un Luba au niveau du Parlement, il a besoin d'un Luba au niveau du Sénat. Déjà, au niveau de la Cour constitutionnelle, Kamouleta est là-bas, c'est déjà une bonne chose. Le ministère de la Défense, il a Guy Modian Vita, ainsi que Eliezer Tamboué, des gens de l'espace Grand Kasaï, donc c'est un atout déjà à ce point-là. Le gouverneur de la banque, bien qu'il n'est pas Luba, c'est un Mukongo, mais toujours le président peut exercer des pressions, il le fait changer par un Luba. Et est-ce que le ministre de l'Intérieur, alors dans ce contexte-là, le président Félix va jouer à ça, et surtout pendant ce temps, il est en train de laisser et les ministres et les députés, tout le monde de voler comme il peut, puisque quand vous volez et qu'il a vos dossiers, il va vous mettre devant vos responsabilités à chacun. J'ai ton dossier ici. Si tu n'acceptes pas de participer dans les projets, alors on active aussi ta situation pour aller en prison. Et les autres qui peuvent se soulever, non, ils ont peur de se soulever. Si je me soulève, X, Y, on va lui ravir telle parcelle, on va lui ravir ses biens, on va lui ravir ceci et cela. Donc, pour le président Félix, l'unique voie pour lui qui lui reste de rester aussi longtemps au pouvoir, c'est qu'il s'en fiche de ce qui est en train de se passer avec l'Alliance Fleuve Congo. Voilà pourquoi vous avez vu que toutes ces démarches, comme ils n'ont pas donné, ils ne voient plus
comment il va évoluer dans le sens où obtenir des fanfares disant que ils sont venus en armes, mais je les ai chassés par le stylo, ça ne va pas aller. Alors, comme ça ne va pas aller, il laisse le M23 dans son coin et lui prend son coin. Il reste seulement avec 2 ou 3 quelques provinces qui lui sont données. Et si plus tard, l'AFC lui découpait du Grand Congo, c'est-à-dire de tous les moyens de substance, Kisangani, Kindu, le Maniema et jusque dans les Grands Katanga, il va se contenter de la partie qui va lui rester et mettre le tapis rouge et marcher sur ça. Parce que ce qui est important pour lui, c'est le tapis rouge. Alors, même s'il le faisait, ce sera un acte inconstitutionnel. Mais nous savons d'abord que Félix, pour lui, tout ce qui est inconstitutionnel, c'est ce qui est constitutionnel pour lui. Donc, pour Félix, quand quelque chose n'est pas réglo, n'est pas dans la logique, pour lui, ça l'arrange. Donc, ce n'est pas étonnant de voir demain ou après-demain, on se retrouve dans ce contexte de la situation anticonstitutionnelle. Et là où maintenant, ça sera qu'un billet aller simple, c'est-à-dire que s'il nous amène dans ce contexte-là, cette histoire est anticonstitutionnelle. Au cas où la rébellion avancerait, elle va briser et renverser et on revient aux fondements qui sont bons. Mais soyons quand même réalistes. Dans une année, le M23 ne peut pas arriver à Kinshasa. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de moyens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de l'effectif, mais ils partent. Vous avez compris la stratégie du M23, c'est de ne pas seulement prendre, mais c'est prendre, consolider et s'affermir. Ils prennent, ils consolident les positions, ils s'affermissent, ils s'asseyent, ils mettent une administration, ils mettent tout. Je vous ai dit que bientôt, ils vont commencer à mettre, ils vont donner des grades à tous les officiers. Vous pensez quoi? Tout ça, c'est pour s'affermir et évoluer. Puisqu'ils ne veulent pas faire des choses comme si on fait pour revenir encore. On fait pour revenir encore. Il faut nettoyer une fois pour toutes. Donc, dans une année, on ne sera pas à Kinshasa. Dans 2 ans non plus, on ne sera pas à Kinshasa. Kinshasa sera toujours là. Mais comme Kinshasa sera toujours là, Félix sait qu'il est en train de partir. Mais pour éviter son départ, il doit faire cela. Une autre carte, il est possible qu'il y ait une manière où on va faire un débordement sur Kinshasa. Et en faisant un débordement sur Kinshasa, Paramoutia Félix Tchiani à Ulinzi. Et là, au moins, les gens peuvent aller. Mais si on ne fait pas un débordement, et que Félix n'est pas dans les mains, on l'amène pas au Maboussou, cela veut dire jusqu'en 2028, les garçons seront là. Et les garçons seront là dans le contexte que je suis en train de vous montrer. Surtout que la Belgique veut que les garçons restent aussi longtemps là-bas pour leurs intérêts. J'ai toujours dit, moi, et je crois, que quand vous demandez l'asile en Belgique, taisez-vous. Mais si vous demandez l'asile en Belgique et vous commencez à parler, la Belgique peut vous larguer à tout moment pour ses intérêts. Ce n'est pas comme d'autres pays. Et vous êtes conscient que la Belgique en a largué plusieurs. Donc, je ne sais pas comment vous pensez, mais est-il que la Belgique est d'abord derrière ses intérêts au lieu d'être derrière le peuple congolais? C'est tout à fait normal. On n'est pas amis, c'est un État. Et nous sommes un État, il faudrait peut-être que le chef ou le président qu'on a, qu'il soit ce qu'il est, mais c'est difficile. Alors, vous avez compris, j'ai essayé un peu de vous expliquer, j'ai été large quand même, pour vous expliquer les scénarios et les mécanismes dans lesquels Félix est en train de nous amener. Je vais revenir avec une analyse par rapport à d'autres questions sur le Wazalendo et d'autres questions. Je vous ai alerté sur la question des Touris et je vais y revenir. Je vous alerte chaque fois pour vous faire comprendre qu'on est en train de vouloir soulever les communautés nandées, les communautés de l'Ituri contre les communautés nandées, les cibler, les chasser et commencer à les tuer. Et en même temps, on est en train de vouloir élever les communautés ituriennes qui sont dans le Grand Nord, afin que les Nandais se soulèvent contre eux. Et là, ça va être chaud. Vous qui comprenez ce qui est en train de se passer, les représentants des communautés, amenez vos frères et sœurs à trouver la paix sur certaines choses. Vous êtes sur Analysons Congo. Nous sommes une chaîne spécialisée dans l'analyse. Nous analysons les faits et les informations. Et nous vous disons tous bonjour, bonsoir. Partagez, abonnez votre commentaire inbox. Bonjour. Analysons Congo subscribers.